Me voilà seul pour la première fois en van. Mon frère vient de reprendre l'avion puis de retourner au Québec. Moi, il me reste 2 semaines avant de rentrer au Québec et là, je me dirige vers le Portugal. Je devais faire cette portion-là du voyage avec ma mère, mais ma mère s'est cassé le bras dans son dernier voyage. Elle a le bras dans le plâtre et elle n'est pas venue pour ce voyage-ci. Donc, je vais expérimenter la van life en solo pour la première fois pendant 2 semaines. Déjà, la première chose que ça me fait réaliser de voyager en solo, c'est que je peux pas compter sur personne pour être mon copilote, pour me donner quelque chose, pour me filmer pendant que je conduis et que je vous parle. Bref, ça c'est déjà un des désavantages que je viens juste de remarquer, je suis même pas encore parti. Je fais juste me dire, je planifie mon trajet sur mon Google Maps, puis là, je me dis si jamais j'ai besoin de changer mon itinéraire ou quoi que ce soit, ben j'ai pas personne pour le faire pour moi pendant que je conduis. Fait qu'il va falloir que je trouve un endroit pour m'arrêter, pour jouer avec ça si jamais j'ai des changements à faire sur mon trajet. Je viens de terminer ma journée de route. Honnêtement, conduire seul, ça me dérange pas vraiment. Je me mets de la musique ou des podcasts, puis le temps passe assez vite. Puis je re-questionne un peu le but de cette vidéo-là parce qu'au départ, quand j'ai commencé à la faire, mon objectif primaire était d'arriver à la conclusion après les 2 semaines que je vais passer seul en van, à savoir si ce serait quelque chose que je ferais si j'étais seul, si j'étais pas en couple avec Valérie. Est-ce que je serais un van lifer aussi, ou si c'est le fait de voyager en couple que j'apprécie, puis c'est... Mais j'ai l'impression que je ne réussirai pas à arriver à ma vraie conclusion à la fin de la vidéo, puis j'ai comme beaucoup de temps de penser pendant que je conduisais. Fait que je vous partage un peu mon état d'esprit, mais j'ai l'impression que le fait que, de un, j'ai quelqu'un à la maison qui m'attend et que je m'ennuie beaucoup d'elle. De 2, j'ai l'occasion de lui parler à chaque fois que je m'arrête, donc je me sens moins seul que quelqu'un qui voyagerait vraiment seul et qui aurait personne à qui parler pendant la journée, ou du moins peut-être quelques membres de la famille, mais c'est sûr que si j'étais célibataire, j'aurais probablement personne avec qui je jaserais toute la journée comme ça, ou qu'aussitôt que je m'arrête, que je pourrais lui parler tout de suite. Fait que j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas le même vrai feeling de solitude en étant seul en van. Fait que bref, je sais pas si... va falloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est assez rare que je fais ça, de filmer une vidéo sur plusieurs jours comme ça. Mais là, bref, la première journée est passée. Ça s'est très bien fait. J'ai eu une belle journée de route. J'ai traversé du Maroc jusqu'en Espagne. Donc là, je vais rouler jusqu'au Portugal. Puis la prochaine grosse étape à vivre, je pense seul, puis c'est là que je recommencerai à filmer, ce sera quand je vais arriver à Lisbonne et visiter ma première ville seule. Ça, je me questionne beaucoup à savoir, de un, on dirait que ma motivation est moins là que quand je suis avec Valérie. On dirait que peut-être le partage, de vivre des moments, de découvrir une nouvelle ville, c'est peut-être plus agréable à 2, ou peut-être seul, le fait qu'on a la liberté de choisir qu'est-ce qu'on veut, quand on veut. Fait que bref, on va regarder ça ensemble quand j'y serai rendu. Je viens d'arriver à mon camping à Lisbonne et je viens de réaliser 2 avantages de voyager seul. Premièrement, je viens de doubler mon autonomie en eau et dans mon réservoir d'eau noire, dans ma cassette. Ben, je dis 2, pas tout à fait parce que, mettons qu'on n'avait pas la même utilisation, Val et moi. Mais assurément pour l'eau, oui, je viens de doubler mon autonomie. Puis aussi, les campings en Europe, généralement, et même au Mexique aussi, on retrouve ça souvent, mais ils chargent un prix par personne. Donc, c'est pas un prix total pour le véhicule comme c'est au Canada et aux États-Unis. Donc, j'ai économisé en plus, fait que ça coûte moins cher de camper quand on est seul parce qu'on paye juste pour une personne. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Bluetti et du tout nouveau Charger One. Le Charger One, ça vient régler un enjeu qu'on avait avec les stations d'énergie portatives qui était de pouvoir recharger rapidement la station d'énergie quand on roule avec notre véhicule. Donc ça vient utiliser l'alternateur du camion ou du véhicule pour recharger la station d'énergie portative. L'installation est très simple. On va simplement passer un fil et le brancher sur chaque pôle de la batterie du véhicule et on va amener ça jusqu'au Charger One. Ensuite, à partir du Charger One, on va utiliser l'entrée des panneaux solaires de notre station d'énergie portative, donc dans le 12 volts, et ça va venir recharger notre batterie jusqu'à 560 watts, donc jusqu'à 6 fois plus rapidement que si on fait juste le brancher dans l'allume-cigare du véhicule. Donc c'est très pratique et ça fonctionne pour toutes les stations Bluetti
et même pour celle de 95% des autres marques de stations d'énergie portative. Dans le fond, c'est carrément un DC to DC charger qui permet de recharger notre batterie très rapidement avec toutes les protections, autant pour votre véhicule que pour votre station d'énergie. Il y a un fan là-dedans, donc ça fonctionne très bien, même si les températures sont très hautes. Fait que c'est vraiment un nouveau produit qui va révolutionner l'utilisation des stations d'énergie portatives, peu importe la marque. Je vais vous mettre tous les détails dans la description de la vidéo et même chose aussi pour le Charger One de Blue Yeti. C'est enfin ce soir qu'on va savoir c'est quoi le feeling de visiter une nouvelle ville où on est complètement étranger. Et non seulement une ville que je n'ai jamais visitée, mais même dans un pays que j'ai jamais visité, dans une langue que je ne parle pas. Fait que je vais être vraiment seul ce soir. Je m'en vais au centre-ville de Lisbonne. En passant, ça c'est mon camping ici à Lisbonne, qui est magnifique. Pas trop loin de la ville. J'ai regardé, moi je vais y aller en Uber. Ça devrait me coûter à peu près 5-6 € pour me rendre à mon point de visite d'aujourd'hui. Fait que c'est pas trop dispendieux, pas trop cher. Puis mon objectif de ce soir, c'est de goûter au pastel de nata. Parce que tout le monde me parlait de ça, qu'il fallait absolument manger ça. Fait qu'on va essayer de déguster ça ensemble. Hello. Hello. Bon ben je suis rendu. Je me suis fait téléporter directement tout près de la tour de Belém, qui va être mon premier arrêt. Puis j'ai un peu triché parce que apparemment que l'endroit où ils ont inventé le pastel de nata, ce serait près d'ici. Fait que je vais pouvoir aller goûter à l'endroit d'où ça vient directement. La voici, la fameuse tour de Belém, mon premier arrêt ici à Lisbonne. Un arrêt stratégique parce que c'était un lieu vraiment d'importance pour la ville de Lisbonne qui se trouve au bord de la rivière Tage qui, elle, débouche sur l'océan Atlantique. Et c'était une forteresse qui servait premièrement à garder la ville. Ça a été construit dans les années 1519, en fait 1514 à 1519. Et donc c'était une forteresse pour protéger la ville de Lisbonne, mais c'était aussi le port d'attache pour tous les grands explorateurs portugais qui après ça s'en allaient vers l'Asie. Fait que c'est un endroit d'importance ici à Lisbonne et c'est franchement magnifique comme tour. Puis à partir d'ici, on peut voir le pont rouge qui fait penser énormément au pont de San Francisco. Puis, en fait, la ville de Lisbonne me fait penser un petit peu à ça avec les cable cars et aussi le fait que la ville est vraiment en pente. Avec le pont rouge comme ça a vraiment des airs de San Francisco avec la température et le coucher de soleil, les palmiers, toute l'allure de la Californie. Ou c'est peut-être la Californie qui a des allures du Portugal. Bref, c'est super beau. Si j'ai un conseil pour les gens qui voyagent seuls, je pense que c'est une belle façon de ne pas se sentir seul et de ne pas avoir l'impression de gaspiller ces endroits-là juste pour nous, mais plutôt que de les partager avec les gens sur les médias sociaux. J'ai comme l'impression que je me sens moins seul dû au fait que je parle avec vous sur ma caméra. Fait que c'est comme si on était deux, puis j'ai comme l'impression justement que, un peu comme si j'étais avec Valérie, bien, que je peux vous partager mon état d'esprit, les choses que je visite. Puis, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça rajoute un petit brin de motivation supplémentaire à ne pas rester enfermé dans la van et à faire des choses. Fait que je vous recommande fortement de partager ce que vous faites, soit sur les médias sociaux ou avec votre famille, créer un petit groupe privé où vous partagez vos aventures. Comme ça, ça va faire comme si vous aviez plein de gens avec vous en tout temps pendant que vous voyagez. Là, je vais essayer de marcher vers l'endroit pour les pastels de nata. Il y a eu, à l'an 1755, un immense séisme ici à Lisbonne et ça a été suivi d'un tsunami qui a ravagé la ville, qui a tué plus de presque 100 000 personnes au total si on compte les deux événements ensemble et qui a détruit une grande partie de la ville. C'est ce qui explique un peu pourquoi aujourd'hui on voit un petit peu un mélange de vieux bâtiments et de bâtiments plus modernes et de bâtiments plus vieux mais qui ont été restaurés. Et je trouve qu'ils ont fait un excellent travail parce que c'est vraiment super beau. On peut ressentir qu'il y a de l'histoire ici, même s'il y a plein de choses qui sont neuves. Je trouve contrairement à Londres, où à Londres, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été reconstruits, mais avec un style vraiment plus moderne. Ici, on a su garder le style, ou du moins pour ce que j'ai pu voir à date. Ils ont pu garder l'histoire de la ville en même temps, puis la préserver. Je trouve ça très très beau. C'est fait, j'ai réussi à trouver l'endroit. Ça n'a pas été trop long, heureusement. La file n'était pas longue, malgré qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est quand même très bien organisé.
J'ai réussi à en prendre 2. Puis je vais essayer de trouver un petit coin tranquille pour aller goûter à ça. Et là, je réalise que depuis le début de la vidéo, je dis pastel de nata, mais j'avais lu pastel à quelque part pourtant, mais c'est pastéis de nata. Puis là, ben, en fait, c'est le magasin, ça s'appelle Pastéis de Belém. Bref, je suis pas mal sûr que dans les commentaires, il doit y avoir au moins une personne qui sait comment le dire. Vous m'écrirez ça en commentaire. J'ai pas encore eu l'occasion de l'entendre à l'oral. Moi, j'aurais tendance à dire pastéis. Mon frère, lui, m'avait dit que dans le jargon, on dit des natas. Je pense que je vais m'en tenir à ça. Ça a l'air de tout ça. C'est comme une genre de costard qui est comme caramélisé sur le dessus. Puis ça vient avec 2 petites poudres, du sucre à glacer. Et l'autre, c'est quoi? La cannelle. Honnêtement, c'est un délice. C'est vraiment très bon. Maintenant, je comprends l'ancien directeur de la santé publique du Québec, M. Arruda, qui cuisinait ça pendant la pandémie. Je le comprends maintenant. Moi aussi, je veux en cuisiner. J'ai fait une petite recherche pour savoir c'est-tu pastel de nata ou pastéis de nata. Puis en fait, c'est assez simple. Pastel, c'est au singulier et pastéis au pluriel. Fait que, bref, c'était le bon mot. Juste pas accordé de la bonne façon. Mais là, vu que j'en ai 2 que j'ai mangé, ben c'est pastéis de nata. Puis ce que ça veut dire, en fait, pastel, ça veut dire gâteau. Nata, ça veut dire crème. Donc gâteau, crème. C'est pas mal ça ce que c'est. Je vais regarder mon GPS et les prochaines choses que je voulais voir sont vraiment plus dans le centre-ville. Il va falloir que je prenne un Uber parce que c'est un peu trop loin pour le faire à pied. Mais je pense que ça va aller à demain parce que là, tranquillement, je suis en train de perdre le soleil et tant qu'à visiter la ville, je préfère la visiter de jour pour voir vraiment son meilleur jour. Mais ça m'amène un petit peu à la réflexion de est-ce que je voyagerais en van ou est-ce que je continuerais à voyager si j'étais seul? Je pense que oui, honnêtement. Je suis trop un amateur de nouveautés. Juste là, de goûter les pastilles de nata. J'ai vraiment apprécié l'expérience, puis j'ai l'impression d'avoir appris des choses aujourd'hui, juste avec l'histoire de la tour de Belém. J'ai juste vu une petite portion de la ville, puis ça m'a déjà fasciné. Fait que je pense que je suis trop un amateur d'histoire, de culture, de bouffe pour rester chez moi et rien faire. Fait que je pense que même si j'étais seul, je continuerais à voyager. Par contre, est-ce que c'est plus agréable à 2? J'aurais tendance à dire que oui. Que ce soit entre amis ou avec notre conjointe. Je pense que c'est toujours plus le fun de partager ces moments-là à 2. Mais est-ce que d'être seul, c'est une raison pour ne pas le faire? Non. En tout cas, pas à mon avis. Je pense que même si j'étais seul, je pense que il faudrait du moins que je me force à voyager parce que justement, ça nous sort de notre zone de confort, ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous force à aller à la rencontre de l'autre plutôt que de rester enfermé chez soi. Fait que bref, c'est ma réflexion de gars tout seul d'un soir à Lisbonne. Les moments où on se sent le plus seul, je pense, c'est quand on revient à la vanne. Toute la routine de soirée, le matin en se réveillant. On dirait que moi, j'ai pas cette habitude-là d'être seul dans ces moments-là. Normalement, on est toujours à 2. C'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que la journée est vraiment plus longue. C'est comme si j'avais beaucoup plus de temps parce que justement, il y a aucune discussion, il n'y a aucun partage. Quand je fais à manger, je fais juste pour une personne. J'ai pas beaucoup de vaisselle à faire. Ça va assez vite. On dirait que j'ai comme le double du temps de d'habitude. Un des avantages, c'est que justement, on n'a jamais besoin d'attendre après l'autre personne. On est toujours prêt à partir. Fait qu'on dirait que je commence ma journée, puis on dirait qu'après 2 minutes, je suis déjà prêt à soit prendre la route ou à aller explorer parce que justement, vu qu'on est seul, ben on n'a pas à attendre après l'autre. On a aussi cette liberté-là de faire ce qu'on veut, quand on veut. Il n'y a personne d'autre qui dépend de nous. Fait que c'est un avantage, mais en même temps, c'est un désavantage parce que c'est sûr qu'on perd le côté partage à 2. Puis le plaisir de justement se créer des souvenirs à 2 puis de pouvoir se les remémorer dans le futur parce que le veut pas, on se crée des souvenirs, mais pour nous-mêmes. Il y a peut-être aussi le volet de sécurité.
Moi, personnellement, je suis vraiment pas une personne qui est peureuse ou qui est craintif de quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'est aucunement un enjeu. Je dors sur mes deux oreilles, que je sois seul ou qu'on soit à deux. Moi, ça me change rien du tout. J'ai l'habitude de dormir vraiment n'importe où avec la vanne. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui me stresse, mais je peux comprendre que ça peut être un enjeu pour certains d'entre vous qui peuvent avoir des craintes d'être seuls. Si ça peut vous rassurer, ça fait 8 ans qu'on voyage en van et il nous est jamais arrivé rien, aucun moment où on s'est pas senti en sécurité en van. C'est un peu comme si on était dans notre maison, c'est juste que notre maison se promène un peu partout. Puis une fois qu'on ferme les stores, règle générale, il se passe pas grand chose puis c'est assez tranquille. Mais je peux comprendre quand même l'enjeu de sécurité. Peut-être que de voyager avec un chien, c'est peut-être quelque chose qui peut vous rassurer si vous êtes craintif. Par contre, c'est sûr que j'embarquerai pas dans le sujet du chien, mais c'est clair que ça enlève de la liberté quand vous voulez explorer des endroits qui sont pas, qui permettent pas d'avoir son chien. Fait que bref, c'est un pour et un contre, je pense, d'avoir un chien quand on est seul. Mais personnellement, c'est sûr que ça m'aiderait à me sentir moins seul, justement, d'être avec un chien, parce que on a quelqu'un, justement, on a un animal qui dépend de nous, puis qui est toujours là avec nous, heureux de nous retrouver quand on arrive à la vanne. C'est peut-être un peu moins drabe comme vie en termes de solitude, mais je ne serai jamais quelqu'un qui va vous recommander de vous acheter un chien pour la vie en van, parce que ça vient avec tous ses désavantages, ça c'est sûr. Je suis rendu à Péniche, sur le bord de l'eau, à peu près à 40 minutes de Lisbonne. Puis je dois remercier Valérie là-dessus parce qu'elle m'a bien encouragé à venir profiter, parce que moi je suis un grand amateur de plage et de surf, même si je suis très mauvais. Ben, j'ai pas l'occasion d'en faire souvent, puis j'ai commencé très tard dans la vie à faire du surf, fait que j'ai jamais réussi à être très bon, mais je suis obsédé à réussir. Puis je suis arrivé hier, puis on dirait que, étant seul, on dirait que j'avais pas la motivation de venir ici, puis d'habitude, tu sais, j'ai Val qui s'assied sur le bord de la plage, qui me regarde, qui me motive à y aller. Alors que là, je venais tout seul. Puis elle m'a encouragé à venir quand même pour en profiter, parce que c'est rare que j'ai l'occasion d'aller à des beaux spots de surf, surtout des spots comme ici, qui sont idéaux pour les débutants. Puis finalement, je suis vraiment content de l'avoir écouté, parce que hier, j'ai eu une journée merveilleuse. J'étais arrivé ici, puis juste à l'entrée sur la plage, on peut louer des wetsuits et des surfs pour vraiment pas cher. Ça nous a coûté 50 € pour 3 jours de wetsuit et de planche de surf. Puis les vagues sont parfaites pour les débutants. C'est vraiment super le fun. Le matin, je suis allé, puis ça n'a pas été super bien parce que ça fait quand même genre 3-4 ans que j'en ai pas fait. Mais l'après-midi, je suis retourné et là, j'ai réussi à attraper quelques belles vagues et j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que, puis je pense que c'est une belle activité, pas juste le surf, mais en fait de voyager seul, de sortir de notre zone de confort, puis d'y aller pareil, même si on est seul dans des activités comme ça, c'est vraiment le fun, parce que justement, ça permet de rencontrer des gens quand on est dans le spot en attente. Il y a plein de monde qui jase ensemble, ça permet de rencontrer des locaux sur place. Ça permet d'être vraiment dans sa tête et de profiter du moment, de faire des activités comme ça, fait que ce soit le surf, mais que ça peut être de l'escalade, de la randonnée, du vélo, de la marche. Bref, dans toutes ces activités-là, même si on est seul, je pense que ça permet de passer un beau moment, de créer des souvenirs, de sortir de notre zone de confort, de rencontrer des gens. Puis ça permet de se sentir moins seul en même temps dans ce type de voyage-là. Fait que là, je suis en train de regarder un peu, d'analyser l'océan, puis de voir comment, à quel endroit je vais aller m'installer dans l'eau tantôt pour essayer d'attraper des vagues. C'est le fun, ces moments-là. C'est la fin. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis sur la route seul, en van. Puis j'ai pu tester l'expérience complète de la van life seul. Après avoir passé 3 belles journées à surfer sur les vagues de Péniche, j'ai monté un petit peu au nord, puis je suis allé rejoindre la ville de Porto, qui est magnifique. Après ça, je me suis rendu dans la vallée de Douro, juste à côté, là où il y a tous les vignobles. C'est vraiment une région qui est superbe. J'ai continué ma route pour aller dans le désert des Bardenas en Espagne, qui ressemble beaucoup aux Badlands qu'on retrouve dans l'ouest canadien et l'ouest américain. Puis après, j'ai continué ma route tranquillement vers la France pour aller remettre ma vanne chez les frères Rémy à Ruffec, les gars qui ont la chaîne L'Instant Camping-Car sur YouTube. C'est eux qui nous louent la vanne là, à chaque fois. Fait que là, il faut que je fasse mon petit ménage puis que je leur ramène ça. Puis après ça, je vais prendre le train vers Paris et prendre mon vol vers Québec pour aller rejoindre Val enfin, parce que je m'ennuie pas mal. Là, ça fait vraiment 2 semaines complètes que je suis seul en van. Ça m'a permis de tester vraiment cette expérience-là de van life en solo
à savoir si j'ai aimé l'expérience et si je le ferais si j'étais seul. Je pense que la réponse est oui. Ça a été une belle expérience, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. J'ai quand même autant apprécié mes visites. J'avais comme peur que justement de visiter des endroits en étant seul, que ça n'avait pas la même signification que de le partager avec quelqu'un toujours. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est quand même agréable de voyager seul. Ça nous permet justement de sortir de notre zone de confort, de faire des choses qu'on ne ferait peut-être pas normalement, d'aller à la rencontre des gens. On dirait que c'est plus propice à des discussions avec les gens locaux sur place. Moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience, puis je pense que si j'étais seul dans la vie, ça serait quand même un mode de vie que j'apprécierais faire. Il faut dire que moi, j'ai pas peur d'être seul, j'ai pas ces craintes-là de sécurité, je suis quand même à l'aise à être seul. Par contre, à savoir si j'aime mieux le faire à deux, ça c'est certain. Je m'ennuie beaucoup de Val, puis j'ai bien hâte de la retrouver puis de vivre des prochaines aventures avec elle. Je pense qu'à mes yeux, ça reste quand même un mode de vie qui est plus agréable à deux parce que justement, on se sent peut-être un peu plus seul quand on est dans un autre pays, surtout des pays où on ne parle pas la langue locale comme au Portugal. Au moins en Espagne, je parlais un petit peu espagnol, puis je réussissais à me débrouiller un peu à jaser avec les gens, mais en portugais, ça allait vraiment pas. Fait que là, c'est clair que j'étais vraiment seul à 100%. Mais il y a quand même toujours des touristes d'ailleurs qui parlent soit français, anglais ou espagnol, fait qu'on réussit quand même à trouver des gens. Mais c'est ça, l'expérience en solo reste quand même positive. Je pense que ça reste un mode de vie intéressant à faire seul. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le vide si c'est votre cas. Puis peut-être que même justement, c'est peut-être plus propice encore à faire des belles rencontres que si vous restez à la maison ou allez juste travailler à votre bureau à tous les jours. Reste qu'en van, ben, vous vous retrouvez dans des endroits, dans des campings, dans des spots de boondocking avec d'autres gens en van, puis il y a peut-être d'autres célibataires, peut-être ça peut être propice à faire des belles rencontres pour vous. Fait que bref, n'ayez pas peur, puis lancez-vous, même si vous êtes seul dans ce mode de vie-là, je pense que c'est bien intéressant. Fait que j'espère que vous avez apprécié l'épisode et mon test de van life solo. On se dit à la prochaine et ce sera avec Valérie pour la prochaine. Salut tout le monde!